Alors, nous allons chasser aujourd'hui le chevreuil. Nous avons un minimum de 22 chevreuils à abattre. Azur, dans les Landes, 90 chasseurs pour 458 habitants. Dans le village, 2 hommes sur 3 ont un permis de chasse. Rien d'étonnant dans ce sud-ouest, pays des étangs et des marais, des grandes forêts de pins. Royaume d'une chasse léguée de père en fils, comme une évidence, comme la vie. Dans son auberge, Nicolas Lartigue est occupé à cuire à la poêle des tranches de gigot de cerf à l'échalote, déglacées avec une sauce au vin rouge et braisées pour rester bien moelleuses. Nicolas Lartigue ne chasse pas, lui. Je sers de cuistot aux chasseurs du coin. Et je leur fais ça le dimanche soir. Ils en sont très satisfaits. Ça, pour rien au monde, on le laisserait. Vous êtes inquiet devant les menaces qui planent sur la chasse? Très inquiet parce que vous voyez ça, ce genre de produit, ce genre de cuisine, qui est quand même très particulière, très locale. Si on continue comme ça, tout ça sera disparu. Nous, on connaît ça, nos enfants, ils ne verront jamais. On se bat pour préserver les cultures, pour sauver toutes les identités de toutes les régions. Mais là, on est en train de bousiller tout ça. C'est quand même dommage. Mais vous trouvez que la chasse, ça va encore avec la société d'aujourd'hui? Mais bien sûr que ça va avec la société d'aujourd'hui. La chasse est encore un loisir, et plus que le loisir, je dirais un art de vivre, qui est encore accessible à tout le monde. Petit, pauvre, grand, riche, et ça, il faut absolument le garder. Si on continue comme ça à tout brimer, seulement une élite pourra se réserver la chasse et le droit de chasse. Seulement une élite pourra participer à ce loisir-là. Manque de chance pour eux, ce genre de choses, ils ne sauront pas faire parce qu'ils ne comprendront pas. Je suis fils de paysan. Je dis toujours, j'étais élevé aux bécasses qui cuisaient dans la cheminée, aux brochettes d'alouettes, aux civets de cerf qui braisaient toute la matinée devant le feu. Si j'ai plus ça, moi j'ai pas appris autre chose. Je vais faire quoi? À Azur, comme à Souston, Magesque, au Vieux-Boucau, l'âme est de gauche, terre rouge depuis la République. Le PS fait rarement moins de 65% des voix, mais en juin dernier, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, CPNT, est passé par là, prélevant une dîme d'environ 15 points sur la section socialiste des lieux. Ce soir, dans une salle communale d'Azur, les militants du Parti socialiste s'interrogent. Jospin s'est attaqué au problème quand il a vu la carte de France et qu'il a vu tous ces députés socialistes susceptibles d'être en difficulté aux prochaines élections. Alors là, c'est vrai qu'après, ça s'est accéléré. Il a pris des mesures, mais qu'on aurait bien pu prendre avant. Si on était honnête, si on faisait le test de la vérité ici entre nous, si on avait eu un truc à Azur, le Parti socialiste aurait dit vous êtes libre, combien il y en aurait qui auraient voté CPNT ici? 90%. Je ne vais pas cacher que j'ai voté chasseur. Parce que moi c'est mon loisir, c'est ma passion, et je veux m'amuser le dimanche, et bien c'était plus fort que moi, c'est un loisir pour moi, j'ai voulu le défendre, et c'est tout. J'ai pas fait une bêtise, mais tant pis. J'ai pas voté pour eux, j'ai pas voté pour eux, je me suis contenté d'applaudir à la fin du scrutin. Comme ça, j'ai eu ma conscience pour moi, mais à la fin du scrutin, ça m'a fait plaisir quand même, c'est vrai, je vais le reconnaître. Mais il n'empêche que ce vote-là, il est quand même représentatif d'un malaise. Et moi, ce malaise, en tant que chasseur, je le ressens. Pour nous, Landais, les loisirs, ce n'est pas que la chasse. Il y a la chasse, il y a le rugby, il y a les corridas, il y a une autre façon de vivre quand même. Qu'on m'interdise non de chasser, je chasserai quand même. Ça, c'est clair. Ça va être comme ça. Je chasserai quand même.
Je ne sais pas qui c'est qui va venir m'empêcher, moi, là, dans le marais à Souston, de chasser au canard la nuit. Il va falloir qu'il soit gonflé. Alors ça, c'est le discours, je caricature, je ne sais pas comme ça, mais je caricature le discours des purs et durs de la défense de la chasse. Mais on va en venir là. De fil en aiguille, beaucoup de ces militants vacillent, malgré parfois plus de 20 ans de fidélité socialiste derrière eux, et finissent par prendre fait et cause pour le monde de la chasse. Quand il y a eu la manifestation à Paris, vraiment, on s'est senti caricaturé, presque humilié à un moment donné. Quand on renvoyait les trucs à la télé, on dit c'est pas ça qu'on a vécu, nous. C'était pas du tout ce qu'on avait vécu, nous. Quand c'est les syndicats ou quand c'est tel parti politique qui manifeste, on ne va pas les montrer le papier par terre en disant que c'est les gorées. On l'a fait pour les chasseurs. Alors c'est la désinformation, c'est vouloir nous faire passer constamment pour des cons, on fait pour des cons pour ce qu'on veut, et bien le vote de CPNT, il n'est pas étonnant, quoi. Hein. En fin de soirée, les militants socialistes finissent par évoquer le patron du Parti des chasseurs, Jean Saint-Josse. Dans le CPNT, tu as de tout. Tu ne peux pas. Tu as des gens qui font de la politique. Saint-Josse, c'est pas un enfant de cœur. Il a trouvé un créneau. Il était conseiller général. Il est député européen. Il a une R25 de secrétaire. Bon, il vit une belle vie là. Mais il dit les choses comme les gens les ressentent. Et quand on discutait avec les gens avant les élections européennes, ça se sentait. On avait un discours qui tournait à vide, nous. Un peu plus au sud, dans le Béarn, au pied des Pyrénées, Jean Saint-Josse dans sa mairie de Coarraze. Acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Myriam Geneviève Elisabeth Bazicans, ici présente? Oui. Vous êtes tous entendus derrière là? Non. Oui. Jean Saint-Josse, devenu grâce aux voix d'1 200 000 Français le prêtre de la ruralité. 6,7%, c'est autant que les communistes, bien davantage que le Front National. Au nom de la loi, nous déclarons que vous êtes unis par le mariage. Bravo. Autant d'électrices et d'électeurs issus des campagnes françaises. Moi je dis toujours, un peuple qui n'a pas de racines est un peuple qui risque de mourir. Donc oui, c'est important. Et là, ce sont vos racines à vous, ça? Ah oui, tout à fait. Et quand vous parlez de ruralité, c'était à ça que vous pensiez pendant la campagne électorale? Entre autres, oui. Je ne vois pas comment on pourrait se passer d'une fête comme celle qui va se dérouler à partir de maintenant, toute la journée, toute la nuit. C'est le grand jour, l'ouverture de la chasse. Ce matin-là, Jean Saint-Josse, c'est la tradition, rejoint les mêmes amis depuis plus de 30 ans. On va aller à la chasse, d'accord? En 1979, il avait organisé à Pau, à 20 km de chez lui, la première manifestation de chasseurs contre les directives européennes. À l'époque militant RPR, sans avenir dans le mouvement, l'homme a compris le parti qu'on peut tirer de la cause des chasseurs. Ce sera CPNT, d'abord avec d'autres, puis seul. Des paysans qui l'entourent, Jean Saint-Josse a appris la patience et la malice. Si la chasse ne suffit pas pour gagner des voix, va pour la ruralité. Un concept vaste, pratique et flou. Un brin de bon sens sur fond de provincialisme, la modestie portée en bandoulière. Il n'y a que dalle, hein. Le tableau ne manque pas de nuances corporatistes et protestataires. Les hommes politiques, dans leur ensemble, pas tous, parce qu'il ne faut jamais globaliser, dans leur ensemble, ont perdu la notion de réalité, la notion de proximité. Quand on voit en matière d'aménagement du territoire ou en matière d'environnement, ce qu'ont pu réaliser les ministres, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est la même politique. Bon, donc par conséquent, il nous était quand même, c'était clair dans notre esprit qu'ils étaient tous dans le même panier. Et c'est ce qui a fait peut-être que les gens ont répondu à notre appel. Et les gens n'ont pas voté pour vous aussi un petit peu par peur? Peur de l'avenir? Peut-être parce qu'on a noirci un peu le trait. Mais ce discours à la lisière du populisme n'aurait pas suffi à convaincre tant à droite qu'à gauche s'il n'existait une forte demande politique pour 2 ou 3 idées simples. Presque trop simples. Mais non, mais il y en a qui...
S'il est bouchonné, putain. Ah oui, il est bouchonné comme un âne, celui-là. Et vous l'avez vu? Et vous êtes plus con que la moyenne. Hein. Ça, oui. Ah, ça, vous êtes poli, ça c'est sûr. Mais alors, ça pour être poli, poli mais con. Vous avez un programme quand même assez étroit. Oui, mais on n'est pas généraliste. Par contre, on connaît nos limites. On est né à partir d'une réaction corporatiste qui était la chasse. On a commencé à comprendre que c'était une des composantes de cette ruralité, mais on n'est pas tout seul. Il y a les autres. Mais moi, si j'étais capable de répondre à tout, je serais peut-être président de la République depuis longtemps, c'est pas le cas. Bon, donc, on a nos limites, on les connaît. Par contre, ce qu'on sait bien faire ou bien dire, il faut qu'on approfondisse. Bah, tu mets virgule, mets pas de ton et ici. Accessible, doivent être équitables, virgule. Approfondir, sortir un véritable programme. C'est ici le travail des cadres de CPNT réunis à la Grande Motte début septembre. Objectif, un livre blanc à la fin de l'année. On sera sûrement appelé à préciser ce qu'on entend dans l'enseignement, dans la médecine, dans les services publics. Et l'on assiste à un affrontement d'idées unique en son genre entre gens de droite et de gauche, témoin cet échange sur les services publics dans les campagnes. La notion de service public, il va être fait complètement abstraction de notion de rentabilité. Voilà. Je dis pas ça, parce que tu ne peux plus parler. Non, dire ça, c'est un peu démagogue. On a une chance fabuleuse. On est en train de mettre en place certains axes pour la société. Personne ne nous dicte la loi. Ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni les ministres, qui sont toujours en train de dicter les choses pour garder leur place. Nous, personne ne nous dicte rien. Et on est en train de se dire comment on va rendre les gens heureux demain. Je trouve ça fabuleux. Quel est le parti politique qui peut se payer aujourd'hui ce luxe? C'est un politique. Face aux médias, Jean Saint-Josse apprend vite et le journaliste qui le piégera n'est pas encore né. Car en coulisses, il est aidé par un ancien écologiste reconverti dans le lobbying, chargé d'influencer et de suivre de près nombre d'élus français pour faire gagner le camp des chasseurs, Thierry Coste, l'homme des tâches obscures. Il faut rebâtir une Strasbourg, le Parlement européen, le jour de l'élection de la commission Prodi. Jean Saint-Josse prend la parole pour la première fois devant d'autres leaders de la vie politique française. Les 6 députés CPNT voteront contre la désignation de la commission Prodi pour dénoncer un système profondément antidémocratique. Pendant ce temps, dans le couloir, on retrouve Thierry Coste, l'homme de l'ombre, avec Daniel Cohn-Bendit, l'ennemi écologiste, pour une surprenante rencontre. Des contacts fréquents, mais discrets car inavouables de part et d'autre. Et lorsque Jean Saint-Josse arrive pour les saluer, il voit la caméra et se détourne au dernier moment, une fuite due à la crainte de choquer son électorat. Bref, comme un vrai politique. L'aube est longue au bout du village d'Azur sur le lac de Souston. La chasse au canard, c'est l'affût, la patience. Le gibier se fait souvent attendre. Moment passé entre hommes à évoquer la chasse, beaucoup, la famille un peu et les soucis. Mais la chasse, encore et toujours, cette passion entière, sans partage, sans nuance. Pour moi, la chasse est une manière de vivre, c'est presque une religion. Si on m'empêche de chasser, on m'empêche de pratiquer ma religion. À quelques kilomètres d'Azur, Christiane Gavarin part chasser à l'arc. Tirer une flèche sur un chevreuil ou un sanglier impose de s'en approcher seul à 15-20 mètres maximum et d'assurer son geste. On tue, mais on ne blesse pas. On préfère ne pas tirer que de blesser. Étrange éthique de la chasse, fondée sur le plaisir trouble du moment où se donne la mort. Il y a une sensation, il y a un instant très court où on devient animal. C'est-à-dire qu'on oublie tout. On oublie qui on est, on oublie ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et on devient animal pour traquer l'animal. C'est un instant qui est privilégié. Parce que vous êtes en train de tuer? Tuer, c'est pas un mot que j'aime bien. C'est pas vraiment le fait de tuer. Bon, on a traqué, il y a un contexte, c'est pas tuer froidement. On a traqué toute la journée, et puis au dernier moment, on est fatigué, tout ça, on se retrouve face à l'animal. Je dirais presque qu'on l'a mérité, l'animal.
Bon, il se peut aussi qu'on ne tire pas. Un animal trop proche, on ne doit pas le tirer parce qu'il y a un regard, parce qu'il y a une sensation. On ne tue pas un homme en le regardant dans les yeux. Hein. Donc c'est la même chose. Mais il y a un instant précis où toutes les conditions sont favorables au tir, et là, on tire sa flèche. Et c'est presque il y a presque un remerciement vis-à-vis de l'animal. On le vénère quand même, cet animal. Et c'est pour ça que pour moi, la chasse, c'est un peu un crime passionnel. C'est-à-dire qu'on aime tellement l'animal qu'on essaie de l'arrêter que de l'avoir pour soi. Jour de fête pour la meute d'Azur. Une quinzaine de chiens vont traquer le gibier toute la matinée. Cette année, la société de chasse du village a reçu l'ordre de la préfecture des Landes d'au moins supprimer 22 des nombreux chevreuils présents sur la chasse communale. Ce matin, près d'une quarantaine de fusils sont requis pour la battue. À l'inverse des années 80, le grand gibier ne manque pas dans la forêt. Cerfs, chevreuils et sangliers abondent même, abîment les plantations de pin, gênent les cultures et souvent détruisent les récoltes. Nous ne serons pas armés. Bon alors pour les battues au chevreuil, nous allons parler tout d'abord des sonneries. Un coulant, départ de la battue. 2 coulants, lancer de l'animal. 3 coulants, mort de l'animal. Viens-moi. Hop, hop. Les dégâts commis par le gibier ne sont pas assurés. Ils sont remboursés aux propriétaires par les chasseurs eux-mêmes. D'où les battues pour éviter la prolifération des animaux. Et les repas d'après-chasse. Un monde d'hommes de la cuisine à la table. L'image abrupte d'une convivialité oubliée dans les villes. La joie d'être ensemble et l'angoisse, celle de perdre tout cela, face aux idées nouvelles, aux pensées convenables. Nous, on n'a pas besoin de drogue, on n'a pas d'insécurité. Ce que nous avons besoin, c'est de vivre dans notre tradition. Et le pire, ce qui peut nous arriver, c'est qu'on devienne un petit peu comme les Indiens aux États-Unis, où on vient voir le Landais. Dans quelques dizaines d'années, on dira, vous voyez, ça c'est un Landais, il a un béret, il montait sur des échasses, il chassait aux pentes, il chassait la palombe. Et ça nous pend au nez. Mais moi, ce que je défends, c'est la qualité humaine d'une région. Et ça passe par justement cette chasse qui nous a réunis aujourd'hui, où nous partageons ensemble, où nous sommes heureux d'être ensemble, et il n'y a pas de politique. Il y a la convivialité. Les gens de gauche comme ceux de droite ont tout simplement voté CPNT, comme disaient Jean-Pierre Avant et Robert. Bon, tout simplement, ils en ont marre de la politique, des gouvernements qui se sont succédés. Est-ce qu'ils reviendront à droite ou à gauche? Tant que ça se passera comme ça, les gens continueront à voter CPNT, disons. Emplis nos cœurs de jeunesse et d'audace, dans l'amour et paix nous sera mis. Faillot, 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 un vainqueur et combien il y a de promesses qu'on fait dans cette société et qui ne seront jamais tenues. J'étais hier avec nos chasseurs, eh bien, nous en avons parlé. Il y a un écœurement, oui,
dans le peuple de Dieu d'aujourd'hui, parce que une parole donnée n'est pas tenue. Terre rouge et certitude troublée. Ici, l'histoire est radicale, les traditions socialistes, mais ce sont des traditions. Les amis du gouvernement souffrent en silence, conscients qu'à Paris, leur monde est vu de loin, parfois pris de haut, souvent incompris. Moi, je ne suis pas chasseur. Les Landais le savent. Et il y a beaucoup de gens qui ne chassent pas ici. Mais vous remarquerez que ceux qui ne chassent pas sont quand même généralement du côté des chasseurs, parce qu'ici, c'est perçu comme un droit, comme une liberté. C'est toute l'histoire. Historiquement, le droit de chasse a été obtenu par les manants sous l'Ancien Régime, et donc ils ont toujours considéré que c'était un droit qu'ils avaient acquis. Et aujourd'hui, quand on leur dit qu'il ne faut plus chasser, ils perçoivent ça d'abord comme ça, comme on veut nous expliquer comment on doit vivre, on veut nous imposer un mode de vie, et on veut nous retirer un droit. Et ce qui est le pire de tout, c'est que ce droit est assimilé à une liberté. Injuste. Les chasseurs trouvent injuste les critiques des opposants à la chasse. Car la nature, les gens d'Azur l'entretiennent sur 6 hectares dans la commune. Comme ce champ, une culture destinée à éviter que le gibier n'aille se nourrir chez les agriculteurs voisins. Un travail bénévole des chasseurs durant toute l'année, comme dans cette réserve de 140 hectares dans le village voisin de Léon, digne de celle réalisée ailleurs dans la région par les écologistes, où se côtoient en plein hiver 130 espèces d'oiseaux différentes. Il y a 12 aigrettes, 2 hérons cendrés. Ça, c'est des espèces qu'il n'y avait pas avant l'aménagement de la réserve. Oui. Une bien belle vitrine pour la chasse. C'est les chasseurs qui vont un peu fignoler avec des débroussailleuses portatives. Comme ça, au début de l'hiver, on refait monter le niveau de l'eau, et c'est le milieu idéal pour faire venir tous les oiseaux d'eau qui nous intéressent. C'est idéal pour les canards. Et tu as même des rapaces, parce que tu as le buveur des roseaux qui vient une fois chasser. Depuis une vingtaine d'années, le petit gibier disparaît des campagnes. La perdrix, la bécasse ou le faisan sont devenus rares, alors on les fabrique. Sur les 3 millions de faisans tués en France pendant toute une saison de chasse, 2 900 000 sont des animaux d'élevage, soit 95% de ce que l'on appelle le gibier de tir. Dans cet élevage des Landes, à Solferino, non loin d'Azur, tout est fait pour apprivoiser l'animal à l'idée qu'il sortira un jour seul, dans la nature. C'est un faisan chinois, très combatif devant les chiens. Moi, je fais ce métier parce que ma passion, c'est la chasse. J'ai compris qu'on pouvait faire du gibier qui se défend devant le chien, surtout le chien, le chasseur, bien sûr. Et nous arrivons à faire des oiseaux vraiment combatifs, naturels, quoi. Combatifs, naturels, mais surtout prêts à chasser, comme d'autres le sont à cuire. À peine découvre-t-il la liberté, la vraie, ce gibier se trouve traqué. Bon, vous êtes sur les lieux de chasse. Vous avez la parcelle 3 et la parcelle 2. Il est interdit de déborder. Tout est numéroté, c'est séparé par les pare-feux. Vous avez une poubelle pour mettre vos douilles vides. C'est une chasse propre. Et je vous souhaite une bonne matinée. Voilà. Merci. Merci. C'est aussi une chasse privée, c'est-à-dire payante, souvent très chère, dans une propriété fermée. Eh bien, on fait la parcelle 3, la 2. Certains viennent pour entraîner les chiens, d'autres à la quête d'un trophée facile, d'autres encore, comme plus au nord, en Sologne, pour faire du chiffre, on les appelle les viandards. Ils n'ont pas réadhéré? Non. Dans le village de Quillon, près de Pau, l'arme, c'est un tampon. Celui de la Cépenceau, la grande association écologiste du Sud-Ouest. À chacun ses trophées. Ici, on préfère l'ours, réintroduit de haute lutte dans les Pyrénées, ou les manifs contre le tunnel du Somport.
Ouais, c'est très artisanal, hein, notre... C'est pas le grand... Comment on appelle ça maintenant, le... Le mailing, voilà. C'est informatisé et tout. Nous, c'est tout manuel. On ne pollue pas comme ça. Voilà, mailing manuel. Mais la gloire locale, c'est la victoire en justice pour classer le renard comme animal non nuisible, c'est-à-dire ne pouvant pas être chassé. La crise. Oui, aïe, aïe. Ah ouais, alors pas les moyens, comme les chasseurs, que si vous voulez, les moyens. Ils ont des maisons de la chasse. Pour un paysan du Cru, tombé dans l'écologie quand il était petit, la cohabitation avec les chasseurs n'est pas toujours évidente. Surtout lorsque son terrain se trouve au milieu de la société de chasse et que la loi Verdeil oblige à le leur céder. Alors, pour éviter la guerre, il faut parfois faire des compromis. J'avais prêté ce terrain aux chasseurs pour qu'ils puissent y cultiver des céréales. Pour le gibier qu'ils lâchaient, je ne l'ai plus laissé parce que bon, il y a 2 ans, il y avait 2 couvées de jeunes faisans. Et puis la chasse a ouvert, je ne me rappelle plus quel jour de septembre, mais 8 jours après, il n'y avait plus un seul faisan qui restait. Et alors que moi, je les voyais tous les jours, je les voyais faire leur circuit, aller boire à la rivière qui est en dessous, etc. Et puis bon, en 8 jours, ils ont été exterminés. Bon, alors ça, c'est pas de la chasse, je regrette, c'est pas de la chasse. Moi, je pensais au moins qu'ils allaient laisser ces bestioles-là une nouvelle année, que les jeunes puissent à nouveau se reproduire, qu'ils puissent être un peu sauvages. Mais apparemment, les chasseurs, ça ne leur plaît pas, je regrette, mais ça ne leur plaît pas. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Oui, oui. Mais là, bon, tu vois, regarde, là, il est en train de chasser. S'opposer à la chasse dans le sud-ouest n'est pas une sinécure. Difficile d'en demander l'interdiction pure et simple, sous peine de connaître quelques ennuis dans sa vie quotidienne. Dès lors, les écologistes des lieux prennent des précautions pour faire passer leurs idées. Nous ne demandons pas à ce que la chasse soit abandonnée sur l'ensemble du territoire ou en Europe. Ce qu'on demande, c'est qu'on adapte la chasse aux règles biologiques des espèces. Les chasseurs vous font peur? Non. Bon, les extrémistes peuvent faire peur, effectivement. Ils sont armés. Lorsqu'ils sont en groupe, quelquefois, l'agressivité déborde. Et bon, là, la peur peut gagner, effectivement. Mais moi, je n'ai jamais eu peur de me mettre autour d'une table avec un représentant ou un technicien de la fédération de chasse. Non, non, je n'ai absolument pas de haine à l'encontre des chasseurs. Par contre, j'ai de la haine à l'encontre de tous ceux qui font du mal à la société, que ce soit les pauvres gens qui se plaignent parce qu'on leur flingue leur chat dans la quinzaine de jours qui suit l'ouverture, ou que ce soit les gens qui sont victimes, je dirais, d'abus, viols de leur espace. Hein, bon, moi ça m'est arrivé qu'on tire la bécasse à moins de 50 mètres de ma maison. À Cambo-les-Bains, au cœur du Pays Basque, les chasseurs ont senti le danger. Disparition du gibier, abus en tout genre, directives de l'Europe, débat dans l'opinion. Traqués à leur tour, ils ont dû réagir et s'occupent d'un élevage de lièvres, mais pour le repeuplement cette fois. D'abord élevés en clapier, les animaux sont ensuite emmenés dans un champ à moitié cultivé pour s'habituer à la nature pendant plusieurs mois. Il faut dire que le président de la société de chasse est adhérent de l'ANSER, l'association nationale des chasseurs écologiquement responsables, proche des Verts. Et il n'est pas question de faire du gibier de tir, hein, surtout avec des lièvres. Hein, c'est du gibier de repeuplement. Les animaux vont rester là jusqu'à la fermeture de la chasse et ils seront libérés uniquement après. Hein. Ensuite, ils vont donc reproduire tout le printemps prochain et on prélèvera le fruit de cette reproduction lors de la saison de chasse prochaine. Et progressivement, tout le monde s'y est mis. La gestion des espèces et des espaces est entrée dans les mœurs et l'on ne perd plus la face, ou davantage, si l'on rentre bredouille. Et on va se demander il est agressif. Petit, méfie-toi, je te fais cuire demain. Des idées qui avancent un peu partout en France. Donc, ça c'est prêt. De plus en plus de chasseurs apprennent à maîtriser leur passion. Ça fait que depuis le 12 septembre, hein, en fait, il s'en est tué 10, 11, 12, 13. Hein. Apparemment, il se serait tué 13 lièvres. Hein. 13 lièvres,
Là, il faudra quand même qu'on fasse gaffe parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui se tuent. Il y a des levreaux, hein, mais il y a des vieilles femelles. Hein, et ça, c'est dangereux parce que c'est l'avenir de l'espèce qui est en jeu. Bon, pour l'instant, on va laisser encore chasser les gens tranquilles. Hein, et puis, on verra d'ici 15 jours ou un mois, mais il faudra peut-être se calmer un peu avant la date d'ouverture qu'on avait prévue. Image peu commune, cette cabane financée par la mairie, acceptée par les écologistes et construite par les chasseurs. Inaugurée aujourd'hui, elle réunit tous ceux qui ont permis de l'édifier. Entre le chasseur et l'écologiste, respect mutuel et repas partagés. Aussi étonnant que cela puisse paraître, chacun tolère et comprend l'autre. C'était des bisées. Les premiers bisées sont passés. La chasse, c'est une gestion de la faune sauvage et elle est indispensable à la fois aux agriculteurs, aux sylviculteurs, à l'ensemble du milieu rural, plus une espèce d'intégration et de lien, de colle, de ciment dans le tissu rural qui est fondamental. Et on ne peut pas se passer de la chasse, il faut savoir l'utiliser intelligemment. Mais il y a des écologistes qui doivent trouver que vous êtes un traître à l'écologie, vous, le responsable d'une association écologique. Je suis un traître à une certaine forme de l'écologie qui est extrémiste, et je suis aussi un traître à une certaine forme de chasse qui est extrémiste. Et je le revendique. La chasse écologique, la chasse populaire. Apparemment, ni les chasseurs les plus brutaux, ni les écolos les plus butés ne veulent comprendre l'équilibre subtil nécessaire à la survie des espèces menacées de disparition et à la prolifération des animaux sauvages qui n'ont plus de prédateurs. Le renard, il va sortir en face, là. Oui. Si scientifiquement il y a la preuve qu'il y a un problème de déclin d'une quelconque population sauvage, moi je crois qu'il faut arrêter la chasse, c'est clair. Maintenant la majorité des chasseurs sont pour reprendre une expression qui est chère en ce moment, ils sont écologiquement responsables, quoi. On tue quoi, 2-3 lièvres par an, mais on fait nos sorties matinales et ça on ne les enlèvera pas, quoi. Comment vous réagissez quand vous entendez les chasseurs, c'est des gros cons? Tout simplement parce qu'il y a certainement des gros cons dans les chasseurs, c'est certainement. Maintenant le problème c'est que c'est ceux-là qu'on retiendra, c'est pas les autres. Près d'Azur, en lisière du village, la maison de René, 91 ans, bon pied bon oeil, le doyen des chasseurs. Qu'est-ce qui a changé dans la chasse depuis 75 ans? Oh, malheureux, s'il y a la chasse, s'il y a la... Mais que voulez-vous, mais il y avait des bêtes, il y avait des lièvres, il y avait de tout en ce moment-là. Mais ça change, le 100%, ça change la chasse, vous savez. Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont du travail à s'amuser comme moi, je me suis amusé en ce moment-là. Si vous savez ce que j'ai tué comme alouettes et des palombes, et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un tant d'alouettes à tuer et il ne faut pas en tuer d'autres. Mais seulement, il n'y en a plus tant que ça. René, c'est 75 permis de chasse et son monde qui refuse de disparaître.